Mondrian grandit dans la campagne hollandaise. Son père est instituteur et très dévot, visiblement bien peu présent à la maison. C'est une famille protestante, calviniste, et la fratrie de 5 enfants vit dans le plus parfait dénuement. Mondrian garde un très mauvais souvenir de cette période de sa vie et il se réfugie dans l'art pour y échapper. Il peint et dessine des images religieuses avec beaucoup d'attention. Aussi, des amis protestants vont l'héberger à Amsterdam, où il suit des cours très conservateurs dans le but d'entrer dans les ordres. Parallèlement, il entre à l'école des Beaux-Arts où il perfectionne sa technique, pourtant déjà très bonne. Il évolue dans un milieu passéiste que l'avant-garde débecte et il s'emploie à satisfaire ses professeurs et son père en réalisant de nombreuses peintures religieuses très sages et conventionnelles. Il semble qu'il soit d'un naturel déjà renfermé et timide, pourtant il peint pour son plaisir quelques très belles gouaches et aquarelles dont certaines font étonnamment penser à Cézanne. Difficile de dire s'il connaissait les Français étant donné la haine que leur porte le milieu dans lequel il évolue. Encore plus difficile de dire s'il aimait ce qu'il faisait pour ses camarades religieux, parce qu'en 1898, suite à son échec au prix de Rome de Hollande, il va vivre à la campagne avec ses 3 frères. Là, plutôt que de devenir prêtre, il devient réellement peintre, et une explosion stylistique s'opère. Il produit des choses assez folles, il peint les paysans, le clocher du village, les arbres dans la forêt voisine, tout est calme, immobile, apaisé. Toutefois, il commence à utiliser des couleurs assez peu habituelles, des routes baignées dans une lumière bleutée. Il peint aussi de très beaux portraits, au regard perçant, où l'innocence et la dignité sont exacerbées par une touche un peu mignarde. Toute cette période aux peintures calmes et sereines est très comparable à l'art viennois d'un Gustav Klimt par exemple, sauf que chez Mondrian la mélancolie est absente, il n'y a pas d'épanchement ou d'idéalisation de la nature, son regard se veut assez élégant, celui d'un artiste humble, un artiste cherchant l'idéal.
Il s'installe à Amsterdam avec l'espoir de vivre de sa peinture, il n'en est rien. Il fréquente les radicaux de gauche apparemment, et ses amis religieux lui tournent tout de suite le dos. Et face à l'agitation populaire, les grèves de 1903 qui sont réprimées dans le sang, il retourne à nouveau à la campagne. Et encore une fois, c'est la révolution. Il peint des forêts perdues, des nuits d'été mystérieuses, des clochers toujours, et des moulins incroyablement massifs, écrasant le peintre de toute leur histoire. Chose surprenante, il réalise aussi des tableaux naturalistes très élégants, où il peint fidèlement des fleurs sur des fonds unis, et il fera ça couramment même plus tard, pendant sa période abstraite. Parfois, il s'autorise des oppositions de couleurs très vives et osées. Cette influence fauviste trouve son public en Hollande. Mondrian a subitement une petite renommée et il capitalise dessus. Ainsi, en 1909, il expose au Stedelijk Museum d'Amsterdam. Ça lui vaut un début de reconnaissance, même s'il n'a pas encore trouvé ce qu'il voulait peindre. Il radicalise son style en passant à des paysages de dunes grandioses. Il brouille les repères, on a du mal à évaluer les distances, les formes géométriques sont tout sauf réalistes, et ces tableaux dépassent souvent les 2 mètres de longueur, un format pour le moins inhabituel, en 1911, en dehors des grands portraits bourgeois bien sûr.
À peine a-t-il un peu d'argent à lui qu'il part vivre à Paris pour se rapprocher de l'avant-garde. Il change son nom, Pete Cornelis Mondrian devient Mondrian. Physiquement aussi, il change, il se coupe les cheveux et la barbe, et il prend un look d'ingénieur, un peu comme Prokofiev. Il cherche pas à rencontrer les autres peintres, même s'il les admire, Georges Braque et Picasso en particulier. Il va quand même une nouvelle fois changer totalement de style, tout seul dans son coin, et adapter le cubisme à sa manière. Il le triture, le décompose, le recompose, jusqu'à obtenir des œuvres extrêmement originales et variées, à base de contours noirs et de dégradés de couleurs très savants. Il retire tout le superflu et il reste une armature épurée qui va pousser jusqu'à l'abstraction. Mais attention, le cubisme, ce n'est pas de l'abstrait. Toute sa conception de l'art, il la pense seul. Il sort, pour ainsi dire, jamais de son atelier. Il écrit beaucoup, surtout des essais, des réflexions philosophiques. Avec ce comportement d'ermite, il a forcément du mal à se créer un réseau et à se vendre. Il a déjà plus de 40 ans et il vit grâce au soutien de la collectionneuse Kröller-Müller, qui vient d'une riche famille d'industriels hollandais. Et face à cet échec programmé en 1920, il s'est réinstallé à Amsterdam et il pense arrêter la peinture pour devenir jardinier. Et c'est absolument véridique. C'est à ce moment-là qu'il rencontre un groupe d'amis, dont principalement Theo van Doesburg, un peintre lui aussi. Il le soutient dans son projet de créer un cercle de jeunes artistes avant-gardistes et d'architectes, de peintres et de ce qu'on appellera bientôt des designers. Il se rend compte que ses compatriotes artistes sont assez admiratifs de son œuvre, bien que la critique, les musées et les galeries soient, elles, pour le moins dubitatives. Mondrian se consacre dorénavant à sa revue, sobrement intitulée Le Style, où il publie de nombreux articles délirants sur la spiritualité nouvelle de l'homme nouveau dans un monde innovant, où on n'est pas loin du sectarisme. Quand il peint, c'est pour mettre en pratique ses théories artistiques. Son idéal de pureté architecturale, de dépouillement total, pour pas dire austère. Bientôt, il ne peint plus que des carrés de couleurs, des constructions statiques et sévères. Ses principaux mécènes le lâchent à ce moment-là, personne n'a l'air de comprendre ce qu'il cherche à faire. Et paradoxalement, il n'a jamais autant travaillé. Il voyage entre Paris et Amsterdam, et il réalise des décors de théâtre, quelques dessins d'architecture d'intérieur. Le musée d'Hanovre lui achète quelques tableaux en 1928, qui disparaîtront mystérieusement dans les années 30.
se focalise beaucoup sur ces lignes noires et ces quadrilatères colorés, mais finalement, j'ai le sentiment que lui, c'est la surface blanche qui le fascine. Comme si ses créations signifiaient la mort de l'art. Dans un texte apocalyptique publié en 1931, Mondrian explique que, selon lui, peindre n'a plus aucun sens. La société dans laquelle il vit est amenée à disparaître prochainement. Toutes les valeurs, tous les modes de vie vont bientôt changer et l'art n'y aura plus sa place. Il aura un autre sens s'il doit exister, mais ce sera plus l'art tel qu'on le conçoit. En attendant, il a 60 ans, et le musée de La Haye lui commande une toile pour enrichir son panthéon de l'art néerlandais, qu'il souhaite être le plus vaste et le plus varié possible. Donc, Mondrian étant la figure emblématique, il faut une toile de lui. Et lui, il envoie quoi? Il envoie une toile en losange, ce qui dit... Il a pris le carré normal d'une toile, il l'a retourné, et il a mis 4 bandes jaunes dans les coins. Et ensuite, le Stedelijk Museum d'Amsterdam organise une rétrospective de son œuvre, mais il est pas dupe, la gloire pour lui elle est un peu douce amère, elle est en plus que de courte durée, puisque face au conflit européen, il quitte la Hollande, il va d'abord un peu à Londres, mais étant donné les bombardements, il quitte Londres aussi, décidément, pour aller vivre à New York en 1940. Aux États-Unis se forme autour de lui la nouvelle génération de l'avant-garde américaine, tout comme ce fut le cas en Hollande. On lui rend visite, on lui demande conseil, il devait être pourvu d'un certain charisme, son caractère humble et désintéressé a dû jouer là-dedans. On en vient à un parallèle que l'on fait tout le temps, ces toiles de la dernière période, des variations infinies sur le même thème, des couleurs primaires, des bandes noires. Évidemment, on peut comparer ça avec le jazz, une même grille d'accords, un même standard, mais une interprétation chaque fois différente. On dit ça parce qu'il passe le plus clair de son temps à écouter de la musique et travailler ses toiles, et on sait aussi que Mondrian était passionné par le jazz, le New Orleans. On souligne aussi parfois les ressemblances entre ces tableaux grillagés et l'urbanisme américain, bien perpendiculaires, bien parallèles, mais il ne se satisfait pas de l'exactitude, ces lignes ne sont pas parfaites, il n'utilise pas une règle pour les tracer, il découvre néanmoins le ruban adhésif aux États-Unis, une invention récente, et il l'utilise pour complexifier ses tableaux. Le nombre de couches de couleurs augmente, et au bout d'un moment, ça finit par donner l'impression que les toiles clignotent. Émotionnellement, par contre, ça se veut dépourvu de tout point d'accroche, c'est un style informel, froid, distant, néoclassique. Ça fait plus décoration qu'œuvre d'art, d'où son exploitation dans le design et le marketing. Pas sûr qu'il ait voulu ça d'ailleurs. Il a, en tout cas consciemment ou non, ouvert une voie nouvelle à la frontière de l'art dans son sens le plus noble et dans son sens le plus brut et vital. Il a sans doute compris des choses qui nous échappent encore.